Puis ses parents l'envoient sur des petites missions juste pour pour que leur fille soit plus dans leur patte pendant qu'ils travaillent. Hein. C'est aliénant. Puis je pense que c'est important de mentionner aussi que il y a pas d'autres enfants dans l'histoire. Elle est entourée d'adultes. Oui. Puis les adultes, c'est plate. On est plate. Allô Amélie! Allô Léna! Bienvenue la gang au balado Franchement littéralement. Aujourd'hui, on va discuter de Coraline de Neil Gaiman. Vous connaissez cette histoire déjà, sûrement. Vous avez sûrement déjà vu le film américain qui est sorti, mais nous, on voulait faire un petit tour down memory lane, comme ils disent, et aller relire cette œuvre, voir de quoi ça a l'air à l'écrit plutôt qu'en film. Puis même si c'est techniquement un livre pour enfants, on a fait une belle découverte quand même. Puis je pense que on en parle aujourd'hui parce que ça peut plaire à n'importe quel âge, je pense. Comment ce livre nous est parvenu? Ben c'est ça, ce livre nous est parvenu en fait parce que on a choisi de le lire dans le club de lecture. Ça a été suggéré au temps de l'Halloween, récemment, c'est-à-dire en 2022. Et tout le club a trippé, on s'est réunis dans l'appartement d'un des membres du club et on a regardé le film après avoir discuté du livre et c'était vraiment le fun. On vous conseille de faire la même chose. Oui. Si vous lisez le livre, regardez le film après, puis voyez des différences un peu entre l'histoire, parce que il y a toujours des différences quand on prend un livre et on fait un film avec, mais là, surtout que c'est, comme t'as dit, un film américain. À la base, Coraline, c'est pas américain. Tu sais, il y a des petites nuances comme ça, ça peut être le fun. Ouais. Puis on va en parler davantage aussi dans notre épisode Contexte requis. Si vous nous suivez sur notre page Patreon, allez voir ça. On a des épisodes extra pour tous nos Patreon members, nos patrons. Nos patrons! Nos boss! Nos boss d'Évicos. Donc, allez voir ça, on va comparer le film et le livre, on va parler davantage aussi d'art et tout ce genre de trucs-là. Sinon, restez ici, puis on va discuter du livre plus en détail. Peux-tu présenter Neil Gaiman, Anna? Allons-y. Donc, comme j'ai dit tantôt, Coraline, c'est une œuvre anglaise, donc Neil Gaiman, c'est un auteur britannique de romans et de bandes dessinées qui est né à Portchester, au Royaume-Uni, en 1960. Donc, il est encore en vie. Un auteur quand même d'actualité encore aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il écrit, mais il écrit encore. Il a pas fini. Loin de là. Je lisais des petites informations sur sa vie, puis apparemment, il a appris à lire quand il avait 4 ans. Wow. Fait qu'il est dans le milieu depuis bien longtemps. Puis il a déjà dit que ses œuvres préférées quand il était jeune, Lord of the Rings, Chronicles of Narnia, Alice's Adventures in Wonderland. Nice. Fait que toutes des œuvres qu'on connaît, d'habitude, tout le monde a déjà vu / lu ça. Fait que je trouve que, tu sais, ça se mêle bien, Coraline, à un peu ces histoires-là, même si c'est tout petit comme livre. Oui. Et c'est vraiment impossible de nommer toutes ces œuvres, là. Il y a énormément écrit, ça fait, comme j'ai dit tantôt, ça fait longtemps qu'il écrit, donc je peux pas tout nommer. Mais je vais en nommer quelques-unes que je pense qui sont connues. Je vais commencer par Stardust, qui a été publié en 1999. Si vous savez, moi j'ai lu ce livre-là et j'ai vu le film, l'adaptation cinématographique, au secondaire, je pense en secondaire 1, c'était une de nos œuvres obligatoires. Ah ouais. Puis j'ai jamais réalisé que c'était Neil Gaiman qui avait écrit ce livre-là. Puis en faisant mes recherches, j'étais comme, c'est lui! J'ai trouvé ça tellement random, j'étais comme, il est vraiment partout dans le fond, il a tout écrit, ce monsieur-là. Fait que si vous connaissez Stardust, vous savez de quoi je parle? Un autre livre qu'il a écrit, qui est sorti en 2001, American Gods, qui est un roman. Coraline, qui est sorti en 2002. Donc, le livre dont on parle aujourd'hui, qui a gagné le prix Hugo du meilleur roman court en 2003, le prix Nebula du meilleur roman court en 2003 également. Et il a été adapté au cinéma en 2009, et c'est un film en stop motion. Oui. Alors, c'est pas un dessin animé ordinaire. Je pense qu'un de ses romans les plus connus, c'est The Graveyard Book. En français, L'étrange vie de Nobody Owens, qui est sorti en 2009. Et moi, je l'ai lu à sa sortie en français, en 2009. Là. Puis sans vraiment, justement, savoir qui était Neil Gaiman. Puis moi, j'avais vraiment aimé. Puis là, maintenant que
En tout cas, comme j'ai dit tantôt, on dirait que je réalise que plein d'affaires que j'ai lues, c'est Neil Gaiman qui les a écrits. Je suis comme, il est partout, ce monsieur. Oui. Puis c'est un livre aussi plus fantastique, là. Il y a des créatures bizarres, là. Pas tout à fait comme Coraline, mais vraiment le fun. Puis Norse Mythology, qui est sorti en 2017, qui est un recueil d'histoires liées à la mythologie nordique. Et il y a beaucoup de ses œuvres qui ont été adaptées à l'écran, comme j'en ai nommé 2, mais il y a aussi les séries Lucifer puis The Sandman qui sont basées sur ses œuvres à lui. Je comme... Ça, c'est récent, en plus. Encore une fois, Neil Gaiman! Oui. He's everywhere! Il est partout. Honnêtement, c'est un des fondateurs de ce genre, puis c'est lui qui a comme initié un grand mouvement aussi. Il fait partie de ce mouvement-là de la fantaisie. Ouais, la fantaisie. Puis tous les mondes fantastiques qui sont influencés, donc, des auteurs des livres que tu as nommés au début, qui étaient ses influences à lui. Mais très redevable à Neil Gaiman. Je trouve ça le fun aussi parce qu'il nommait comme justement des œuvres connues qui l'avaient inspiré. Mais maintenant, je trouve que maintenant ses œuvres sont connues, puis c'est lui qui doit inspirer les autres. Puis c'est vraiment le fun. Voilà ma petite description de l'auteur. En tout cas, je trouve vraiment intéressant juste le fait qu'il soit tellement omniprésent dans la culture populaire ces temps-ci. Puis on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on fasse comme le lien vraiment entre toutes ces œuvres. Puis elles sont tellement différentes tout en étant similaires dans leur style. Puis moi, j'ai pas lu tous les Lucifer et Sandman, mais j'ai regardé un petit peu la série Lucifer. Par contre, la série Netflix, c'est un petit peu... mais ça, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est basé, hein. Ils ont peut-être pris des libertés, là. C'est ça. T'sais, le comic book était vraiment mieux, là, à mon avis. Puis Sandman, honnêtement, ça m'a tellement été recommandé, fait que j'ai hâte de vraiment plonger là-dedans. Ça m'a fait penser... Juste, son style, de manière générale, m'a fait penser beaucoup à une série que je lis en ce moment, pour la 2e fois. Une série, donc, de bande dessinée, qui s'appelle Saga, d'un auteur qui s'appelle Brian K. Vaughan, qui est très connu aussi dans la communauté de séries, de bandes dessinées, de comics fantaisistes. OK. Et c'est, en tout cas, pour moi, cette série-là, Saga, je l'adore, je la dévore. En ce moment, j'ai emprunté, parce qu'ils ont recommencé à sortir les nouveaux tomes. Ils étaient en pause pendant 1 année. Et ils ont recommencé à sortir les nouveaux tomes récemment. Fait que là, le 10e est sorti à la bibliothèque. Fait que là, tu t'y replonges. Exactement. Fait que là, j'ai emprunté 7 tomes en même temps pour toutes les lire, pour pouvoir avancer là-dedans. Puis ça tombait bien pour cette lecture-ci, donc pour Coraline, parce que ça me remet dans un monde très fantaisiste, où il y a beaucoup de leçons que tu peux tirer de différentes choses, puis que ça ouvre ton imagination à différentes... à des mondes parallèles, en tout cas. Ben, c'est vrai, parce que je trouve que en tout cas, surtout les livres pour enfants, ils essaient de te donner des petites leçons en même temps au fil de ta lecture. Puis quand c'est des histoires, comme tu dis, un peu fantaisistes, où ça se passe pas pour vrai, en gros guillemets, ça passe mieux, les petites leçons. On dirait que quand c'est pas plausible, encore des guillemets, la petite leçon, elle passe mieux. Ça a moins l'air d'une leçon, puis plus comme « Ah, l'histoire t'apprend quelque chose. » Ouais. Et pas « On essaye de t'expliquer la vie. » Un petit résumé de la lecture de Coraline, de Neil Gaiman. Coraline Jones, une jeune fille anglaise, vient d'emménager avec ses parents dans une maison partagée en plusieurs appartements. C'est l'été, ses parents travaillent sans cesse devant leur ordinateur et Coraline veut donc explorer son monde avant que l'école recommence bientôt. Elle cherche à explorer ce monde-là et elle rencontre les différents personnages qui habitent donc dans la même maison que sa famille à elle, dont les mademoiselles ou miss ou madame, je sais plus maintenant, Spink et Forcible, avec leurs chiens, des Highland Terriers. Ils sont très cute! On les aime! On aime les Highland Terriers. Et un vieux monsieur qui habite à l'étage, qui entraîne des souris pour le cirque, apparemment. On rencontre pas vraiment ces souris-là dès le début du livre, mais c'est intéressant que ce soit ça, vraiment la mise en situation de l'histoire de Coraline. Et dans ces explorations, donc, Coraline découvre une porte derrière laquelle se trouve quelque chose de vieux, de lent, une force terrible et un monde autre, mais très similaire au sien. Et dans ce monde-là, habite l'autre mère. L'autre mère est une longue figure, un personnage qui ressemble beaucoup à la mère, la vraie mère de Coraline, et qui lui promet toutes sortes de choses. Donc, tout ce qui pourrait lui apporter
Plein de bonheur à Coraline, de la bonne nourriture, beaucoup de jeux, beaucoup de jouets et beaucoup de temps avec ses parents ou ses autres parents. Mais on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. On sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe derrière ce visage étrange de l'autre mère qui, à la place d'avoir des yeux, comme le reste des humains, a 2 gros boutons noirs. Donc c'est là qu'on se trouve dans le monde de Coraline. C'est intéressant que tu dises le reste des humains, parce que je pense pas qu'elle est un humain. L'autre mère n'est pas un humain. On le sait pas au début, ok? C'est pas exactement humain, en effet, mais bon. Veux-tu nous parler de la forme du roman? Donc, comme on a dit tantôt, c'est un livre pour enfants, techniquement. Wikipédia dit « A dark fantasy horror children's novel ». J'ai trouvé ça vraiment drôle, que j'étais comme « Dark fantasy horror », c'était un peu poussé pour Coraline, je trouve. C'est supposé être épeurant, mais c'est quand même adapté pour les enfants. Mais je trouve assez épeurant pour que tu sois un adulte pis que t'aies peur. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que c'est épeurant pour un adulte. Je sais pas si ça fait peur pour les mêmes raisons quand t'es enfant. Je pense pas. Ouais. Je pense pas, non. Mais on va en parler plus tard. Donc, la forme, assez simple. On continue encore une fois de s'éloigner de tout ce qui était poésie dans nos premiers épisodes et tout. J'arrête pas de le dire à chaque fois, mais là, c'est vraiment... C'est un petit livre de 150 pages, une quinzaine de chapitres, sans nom, ça se lit bien, il y a des dialogues, c'est bien aéré. C'est une histoire écrite à la 3e personne. On est tout le temps du point de vue de Coraline. On n'est jamais... Il y a jamais une scène où Coraline n'est pas là, mais c'est pas Coraline qui parle. Je trouvais ça intéressant parce que souvent dans les livres pour enfants, je trouve, les livres sont souvent écrits au jeu. Oui, c'est vrai. Ce qui est pas le cas de ce livre-là. Et dans ma version, il y a des dessins. Oui! Puis je trouve que là, on se dit, des dessins, ça fait full livre pour enfants. Non. Mais moi, je trouve que les dessins, en tout cas dans ma version, sont creepy. Ah ouais. C'est vraiment terrifiant. Ils sont vraiment bien faits. Fait que ça fait pas du tout, tu sais, bébé, là, entre guillemets, là, de retrouver des illustrations. Là. Moi, je trouve que ça met vraiment l'ambiance. Ça t'aide à... Tu sais, je trouve que c'est facile à se visualiser qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, ça t'aide un peu à te mettre dans l'ambiance, comme je dis, l'ambiance un peu épeurante du livre. Puis comme t'as dit, t'as nommé les personnages, il y a peu de personnages, puis ça se passe dans la maison, l'histoire dans la maison et autour, donc c'est vraiment facile à suivre, pas du tout mélangeant. Jamais dans le livre que tu te dis, c'est qui cette personne-là déjà, où est-ce qu'on est, je sais plus. Je pense qu'une fois, ils vont au magasin. Oui, littéralement. Avec puis c'est tout, là. Fait que, voilà. J'ai trouvé ça vraiment le fun que ce soit une forme simple. C'est ça fait changement de ce qu'on a l'habitude de lire, toi et moi. Puis j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Je trouvais ça tellement clair. Il y avait des comparaisons. Juste la façon qu'il agençait ses phrases, que ça évoquait tellement des belles images, sans que ce soit des longues phrases vraiment complexes. Tu sais, par exemple, on lit en parallèle tout le monde Proust, là. Fait que, on n'est pas pantoute là. C'est vraiment pas du tout... C'est pas dense, c'est pas complexe. Il y a quelques mots que peut-être que vous auriez à chercher si vous les connaissez pas, mais c'est juste des mots isolés qui donc font juste rajouter à une image complexe puis vraiment belle. Là, je trouve que j'avais noté un petit extrait d'ailleurs, que je trouvais ça full beau. Mais les mots qui pourraient être plus complexes, ça nuit pas du tout à la lecture. Je pense que quand t'es un enfant, c'est rare souvent que tu connaisses 100% des mots que tu lis, mais t'es capable de comprendre l'idée. Puis qu'en tant qu'adulte, justement, t'as une compréhension du monde, puis plus de vocabulaire d'habitude, puis tu peux vraiment apprécier la beauté, justement, de ces phrases-là. Justement, c'est facile de contextualiser le sens d'un mot qui est donc peut-être peu clair ou pas connu du tout pour la personne qui le lit. C'est ça, j'avais noté à la page 62. Donc, Coraline, à ce moment-là, se trouve dans l'autre monde et elle confronte l'autre mère pour pouvoir retrouver ses parents. Puis, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange, donc qui va peut-être pas dans l'ordre de ce que l'autre mère, elle voudrait, il met des petites descriptions dans le gamin. Il est comme « The world seemed to shimmer a little at the edges ». C'est comme le monde, il commence à se brouiller sur les bords, puis... Même si c'est pas quelque chose que tu peux imaginer parce que notre monde, généralement, il reste pas mal fixe, là. Mais tu peux imaginer comme quelque chose qui brille, qui scintille sur le côté, qui est
t'as des petites lumières qui papillotent dans ta vision, un genre de truc comme ça. Puis je trouve ça vraiment beau. Sinon, une autre phrase à la même page, un petit peu plus loin. Quand Coraline s'habille pour se préparer à affronter l'autre mère, une comparaison ici. She found a pair of black jeans that seemed to me made of velvet night, and a gray sweater the color of thick smoke with faint and tiny stars in the fabric which twinkled. Wow! C'est tellement beau, ça fait vraiment penser à un rêve. Donc, une traduction approximative pour les francophones. Donc, elle trouve une paire de pantalons des jeans noirs qui ressemblaient à une nuit de velours et un chandail gris de la couleur... D'une fumée épaisse. Ouais, une fumée épaisse. Ouais. Avec des petites étoiles qui scintillaient dedans. Et donc, je trouvais ça vraiment beau juste de pouvoir imaginer un simple tissu comme une force de la nature, essentiellement, ou bien un élément de la nature, comme ça, de le comparer, en tout cas. Puis ça a vraiment contribué à mon appréciation de la lecture, juste ces petites phrases-là qui faisaient des belles comparaisons, tout en ayant une ambiance très claire de tout ce qui se brouille, tout ce qui scintille, tout ce qui est un petit peu fantaisiste, justement. Je suis curieuse de savoir, parce que là, on doit dire, on a lu, vous l'aurez compris, le livre en anglais, dans sa langue originale. Est-ce que quand tu l'as lu en français avec le club de lecture, ça t'avait marqué autant ces belles phrases-là ou pas? Parce que c'est sûr qu'on va enregistrer. Les gens qui nous écoutent sont probablement francophones. Ils vont probablement vouloir lire le livre en français. S'ils le font, est-ce que tu penses qu'ils vont apprécier autant la plume en français ou... Je dois dire que j'ai été surprise à cette lecture-ci d'avoir une plus grande appréciation, justement, du roman. OK. Je me souviens que à ma lecture pour le club, donc je l'avais lu en français, et ça m'avait pas vraiment marqué tant que ça. Genre, je me souvenais de l'histoire déjà, grosso modo, à cause du film que j'avais lu, que j'avais vu des années auparavant, et j'avais aimé ça, dans le sens que j'avais aimé comprendre davantage le cheminement de l'histoire et voir les différences avec ce dont je me souvenais du film, puis ce qui se passe réellement dans le livre de Gaiman, donc. Et la plume m'avait pas tant marqué que ça. Il y avait des petites affaires ici et là, je pense que j'avais noté des expressions un petit peu loquaces. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe là? Que j'avais beaucoup aimé, mais c'était pas autant, donc, que cette lecture-ci. Par exemple, au début du livre, quand Coraline rend visite aux mademoiselles Spink et Forcible, elle descend dans leur sous-sol, puis elle dit « ça sentait l'encaustique que le chien ». Ça, c'est comme... Tu penserais pas trouver ce mot-là dans un livre pour enfants. Non, c'est clair. Puis j'avais beaucoup aimé ça, ça m'a fait vraiment rire. Et c'était un peu plus clair aussi, là. Tu peux pas l'imaginer autrement. Quand c'est l'encaustique, tu vas chercher dans le dictionnaire, puis c'est comme, oui, ok, en effet. Et le chien, ben, je pense que tout le monde sait quand ça sent le chien, ça sent le chien. Le chien mouillé. Puis, j'avais aimé ça, mais c'est ça, vraiment plus en anglais. J'ai rien contre la traduction, évidemment. J'aime ça, lire les traductions, souvent des livres dont on va discuter, juste pour comparer, ou bien juste parce que c'est ça qui est disponible. Mais c'est vraiment... En tout cas, la plume de Gaiman m'a vraiment marqué. Donc, on encourage les gens à lire dans la langue originale s'ils peuvent, mais la version est disponible en français si jamais vous êtes pas trop bon en anglais. Ouais, puis vous allez quand même vous marrer en lisant. Oui, l'histoire reste quand même la même, là. Exactement. On peut l'apprécier même si on n'a pas... C'est comme chaque langue a sa propre poésie un peu, donc ça va être différent en français, mais quand même appréciable, je pense. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y avait des extraits qui t'avaient marqué, toi, dans ta lecture? Des phrases que j'ai aimées? Ouais, peut-être ça pourrait nous partir sur un thème. Non, pas tant que ça. Ben, j'ai noté des phrases, mais ça n'a pas vraiment rapport avec quelque chose que j'ai trouvé beau, là. C'est plus des choses qui m'ont fait rire ou des choses qui m'ont fait réaliser certaines affaires sur certains personnages. Sinon, je peux directement embarquer, donc, dans les thèmes que j'avais peut-être notés dès le début du livre. En fait. Je trouve que c'est... Juste pour contribuer à la forme encore plus, là, c'est tellement clair, dès le début du livre, ce qui va se passer. Le fait que on commence avec l'élément déclencheur, la première phrase du livre, elle dit que Coraline trouve cette porte, donc, mystérieuse, à l'arrière de son logement, dans une pièce à laquelle elle n'a pas vraiment accès parce que c'est où se trouvent tous
les meubles de sa grand-mère qui est décédée il y a un temps. Et ses parents sont comme, va pas là. Mais elle trouve cette porte-là. Fait que tu sais déjà qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer avec cette porte-là. On devine tout de suite que ça va être difficile de résister, puis elle va trouver un moyen de passer à travers la porte. Il y a pas de surprise quand elle réussit à passer à travers, qu'on est comme ouais, c'est ça. On le savait que t'allais être trop curieuse ou que t'allais aller fouiller là où t'as pas le droit. Exactement. Tu piques comme un enfant, c'est curieux. Mais c'est ça, tu veux explorer, puis tu sais déjà, donc dès le départ, que Coraline est une exploratrice. Ouais. Puis on le sait par cette découverte-là de la porte, on le sait par le fait qu'elle veut passer tout son temps avant de retourner à l'école à explorer cette nouvelle maison. Le terrain autour, qui est donc un jardin énorme avec un vieux terrain de tennis, un puits désaffecté que les voisines la préviennent qu'elle devrait faire attention à ce puits-là pour pas tomber dedans. Donc elle va nécessairement aller voir le puits. Puis je trouve que ça met aussi beaucoup en place donc le jeu avec les personnalités. Donc on apprend beaucoup sur l'altérité, je trouve, dès le début du livre. Je pourrais essayer de retrouver la phrase en soi qui me fait penser à ça. C'est ça, dès le début du livre, on apprend que Miss Pink et Miss Forcible étaient des actrices. Et il y a beaucoup de références, donc, à ce que les autres personnes étaient, ou ce qu'elles faisaient dans un autre moment. Il y a rien de maintenant, dès le début du livre. Ils disent pas comme « Ah, elles sont telle chose ». Non, elles étaient des actrices. Dans le passé. Oui, c'est ça, dans le passé. Ou bien, le vieux monsieur, c'est pas maintenant il fait telle chose », c'est « Ah, apparemment, il avait un cirque de petites souris », tu sais. Puis, il utilise ce temps verbal-là qui fait penser à comme « Ok, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'on sait quoi que ce soit sur ces personnes-là réellement? » Fait que déjà, on n'est plus trop dans la réalité si on est tout le temps dans le passé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On sait pas. Exactement. Il y a comme une recherche d'identité, on va explorer de ce côté-là. Puis j'ai trouvé ça super intéressant dès le départ qu'on mettait la table. J'avais noté sur Coraline aussi que elle adore explorer, oui, mais elle a aussi beaucoup d'imagination. Et elle aime ça être différente des autres, un peu originale, comme quand elle va magasiner avec sa mère. Elle regarde son uniforme, puis elle est comme, mais tout le monde va être habillé pareil. Moi, j'aimerais savoir quelque chose de différent puis être spécial. C'est le fun de voir un enfant qui a le goût d'être différent, puis elle est assez indépendante aussi avec ses parents qui l'ignorent un peu. Elle aime ça, faire les choses elle-même. Elle aimerait ça faire les choses avec les autres, mais elle est capable de s'occuper par elle-même, puis c'est le fun de suivre, justement, son goût d'exploration, parce que si elle avait pas ce côté-là, l'histoire n'existerait pas. Ouais, ça c'est certain. L'histoire n'existerait pas, puis la conclusion serait très différente aussi. Vraiment. Ouais, elle a beaucoup de bravo, elle est très courageuse, elle aime beaucoup explorer, elle est très créative, c'est ça. Comme personne, elle aime beaucoup se créer un monde et se créer sa propre identité à partir de peu importe ce qu'elle considère comme étant ses balises à elle, puis il y a personne qui va lui dire quoi faire vraiment de toute la lecture. Là. Elle va toujours faire ce qui lui semble bon pour elle ou ce qui lui semble juste à faire à ce moment-là. Parce que les gens lui disent quoi faire, mais elle les écoute pas. Exactement. Ses parents vont lui dire, va faire ci, va faire ça, ou les petites madames, comme tantôt avec le puits, vas-y pas, elle va y aller. Ouais, c'est ça. Elle va prendre l'information puis décider ce qu'elle veut faire avec. Je trouve ça intéressant, justement, ce jeu-là, où est-ce qu'on sait pas trop si elle devrait explorer ou elle devrait pas explorer, puis je pense que ça frise un petit peu comme la leçon, quand on parle d'un livre pour enfants, puis qu'il devrait avoir une leçon à tirer de cette lecture-là. C'est comme, il faut que t'explores, mais il faut aussi que tu fasses attention quand t'explores, puis genre de trucs-là, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas trouver, tu sais pas où est-ce que ça va te mener, faut que tu fasses attention à d'autres personnes, à l'altérité. Et donc, il y a des fois parce qu'elle va explorer, puis ça va vraiment lui donner des avantages, ça va vraiment l'aider, puis d'autres fois parce que ça va vraiment la mettre dans de gros pétrins. Comme, littéralement. Oui. Passez pas à travers des portes louches que vous trouvez dans vos maisons, ok? Mauvaise idée. Mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé justement ce jeu où est-ce qu'on n'était pas certaine où est-ce que ça allait mener cette exploration-là. Il y en avait que c'était vraiment juste pour son imagination, bien juste pour la distraire, puis il y en avait d'autres parce que c'était vraiment comme « Ah, mais elle m'a dit d'aller là, je sais que c'est un piège, mais je vais quand même y aller. » Parce que il faut que je comprenne. Il faut que j'aille jusqu'au bout de toutes les choses. Ce qui est bon aussi, parce que tu veux que
tes enfants, ils se fassent leur propre idée du monde aussi. Mm-hmm. Tu veux qu'ils les fassent d'une façon sécuritaire, mais tu veux, tu sais... Fait que c'est correct qu'elles se disent « Je vais pas aller là, c'est un piège », mais je sais que c'est un piège, je suis prête, je vais faire attention, mais je vais quand même aller voir d'un coup que je découvre quelque chose. Moi, j'aurais parlé un peu plus de ces parents-là. Ouais, on peut parler des parents. Parce que je trouve que pour un enfant, ça nous arrive souvent quand on est petit de faire comme « Nos parents sont plates, ils veulent pas jouer avec nous. » Qu'est-ce que ça serait si, mettons, la mère à ma meilleure amie, ce serait ma mère? Tu sais, tu dis ça des fois, puis c'est un peu ça qui se passe. Quand elle traverse dans l'autre monde, puis elle découvre son autre mère, puis son autre père, qui sont bien le fun, puis qui lui laissent faire tout ce qu'elle veut. Puis dans le fond, elle va un peu découvrir au fil du livre que c'est le fun d'avoir un peu de structure aussi, puis quand t'as tout ce que tu veux dans la vie, c'est pas nécessairement ça qui te rend heureux. Non. Qui est comme une réflexion qui est le fun à avoir en tant qu'adulte. Mais tu sais, j'ai noté des trucs sur les parents. Le vocabulaire qu'ils utilisent pour parler à Coraline, c'est comme, mettons, à la page 16, j'avais noté, Coraline, elle demande quelque chose à sa mère. Sa mère est comme, va-t'en loin. Puis elle dit, why don't you go bother Miss Spink and Miss Forcible? Pas, va donc parler aux voisines. Non, elle dit, va déranger les voisines. C'est ça. T'sais? Dérange-moi pas, mais va déranger elle. C'est comme, come on, parle pas de même à ton enfant, là. Tu sais, je comprends que t'as le goût, pas le goût, mais t'essaies de travailler. C'est ça, t'essaies de travailler, t'essaies d'avoir la paix, mais tu sais, t'as pas nécessairement besoin de le dire de cette façon-là à ton enfant. Va déranger quelqu'un d'autre. Moyen, là, non, faire dire ça quand t'as 10-11 ans, puis... Définitivement, je suis d'accord. Les parents... C'est vraiment intéressant comment les parents sont vraiment à l'opposé des autres parents dans ce sens-là, parce ils sont tellement inattentifs à leur fille. Littéralement, elle essaie d'avoir une... Puis ça, c'est vrai pour tous les personnages avec lesquels Coraline interagit au début du livre, qui ne sont pas donc dans l'entremonde. Ils l'ignorent tout un peu, là. Même quand elle va prendre le thé avec Mademoiselle Spink et Forcible, celles-ci font juste parler de leur propre... anciennes vies d'actrices. Elles vivent dans leur fantaisie. Elles continuent les conversations qu'elles avaient avant que Coraline arrive. Elles l'appellent constamment Caroline à la place de Coraline. Et c'est vrai aussi pour le vieux monsieur qui habite à l'étage. Puis ses parents l'envoient sur des petites missions juste pour pour que leur fille soit plus dans leur patte pendant qu'ils travaillent. Hein. C'est aliénant. Puis je pense que c'est important de mentionner aussi que il y a pas d'autres enfants dans l'histoire. Elle est entourée d'adultes. Oui. Puis les adultes, c'est plate. On est plate. Mais ça doit être difficile, justement, pour une enfant comme Coraline, qui a tellement d'imagination, qui veut tellement aller explorer, puis elle a pas personne pour aller explorer. Elle a juste des adultes plates qui lui disent « tu nous déranges » ou qui font semblant qu'elle est pas là. Alors quand elle traverse dans l'autre monde, puis que... Elle se fait offrir sur un plateau d'argent une connexion. Voilà! Elle est comme « wow! Un adulte, ça peut être attentif. Oui, un adulte, ça peut être... divertissant. Oui, merci. Un adulte peut être divertissant et donc faire des beaux spectacles de cirque qui sont super élaborés, puis te présenter des affaires de fun, te donner des gâteaux. De la limonade verte. Ouais, t'acheter tous les jouets que tu peux désirer. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant. Mais c'est aussi... Je prends ça avec un grain de sel, la façon que c'est décrit, parce que, comme tu l'as dit, c'est tout du point de vue de Coraline. Je sais que les mots, les dialogues, ça m'étonnerait qu'ils soient modifiés parce que c'est de son point de vue, mais la façon qu'elle le perçoit, puis son ennui ça lui appartient à elle. Je sais pas comment est-ce que ses parents la perçoivent réellement. On sait pas comment elle est à l'extérieur d'elle-même, tu sais. Comment est-ce que d'autres personnes pourraient la recevoir. Mis à part le fait que c'est une enfant. Peut-être qu'elle est bien gossante. Peut-être qu'elle est bien gossante. Peut-être qu'elle est très... elle demande beaucoup d'attention de manière générale. Puis que comme ses parents sont juste... Ah, s'il te plaît. Mais en même temps, c'est normal qu'un enfant demande de l'attention. Mais c'est ça. Je vais pas lui dire que c'est pas correct, là. C'est pas ça que j'essaie de dire. C'est juste que c'est intéressant de le voir du point de vue de l'enfant. Cette interaction-là. C'est vrai. Puis en tant qu'adulte, j'avais noté un extrait qui m'avait fait rire. Elle se plaint souvent que ses parents, ils font des recettes, entre guillemets, parce que elle aime ça, manger des trucs simples, puis ses parents, ils font des belles recettes. Et tu sais, je trouvais ça drôle. Tu sais, moi, c'est le fun, là, de la bonne bouffe, là, même quand t'es un enfant, puis à un moment donné,
son père a fait un potage, puis elle est comme, ah, franchement, papa, je vais pas manger ça. Elle se lève, elle va chercher une pizza congelée, elle mange ça. Là, je comprends en tant qu'enfant le feeling aussi de pas vouloir manger des trucs que tu comprends pas c'est quoi, mais ça, en tant qu'adulte, ça m'a un peu insulté que je suis comme, tu oses te lever pis aller chercher de la pizza congelée quand ça fait 3 heures que je te fais de la soupe? Ouais. Ça m'a fait rire. C'est hilarant, cette partie-là, parce que, honnêtement, si j'avais fait ça à ma mère, elle m'aurait comme foutu une baffe. Elle m'a jamais, genre, frappé de ma vie, ma mère, mais comme, elle m'aurait foutu une baffe. Franchement, là. Mais je comprends aussi, tu sais, tu veux pas, t'es un enfant, tu veux juste des affaires simples. T'as pas les papiers gustatifs développés pour avoir un poulet trempé dans une sauce de prune farcie à l'ananas, je sais pas trop quoi, là. Les espèces de recettes bizarres de son père. Mais je trouvais ça le fun. Ben, le fun. En même temps, comme, elle se lève pis elle le fait elle-même. Comme j'ai dit tantôt, elle est indépendante. Elle dit pas à ses parents, j'aime pas ça qu'est-ce que vous avez fait, fais-moi des pâtes au beurre, tu sais. Elle se lève, elle le fait elle-même. Fait qu'au moins, au moins, elle est indépendante un peu dans son dégoût de qu'est-ce que ses parents font. Je veux des pâtes au beurre. Ah, vous, hein? Moi, ça m'a donné faim. Mais oui, je ferais ça drôle. Là, t'aimes ça quand tu parles de recettes, tu mets pas dans carnet de flash. Ah mon Dieu, ça me donnait faim. Ben, je t'avoue que le potage du père, moi, je trouvais qu'il avait l'air super bon. Ouais. Coraline était comme, papa, t'as encore fait une recette? Moi, j'étais comme, c'est quoi la recette? Je veux faire ça chez nous. Je suis intriguée. Ben oui. En tout cas, c'est intéressant son rapport avec ses parents, justement, puis avec les adultes de manière générale, puis par comparaison, disons, si on va parler de l'autre mère, là, c'est dérangeant, mais pour d'autres raisons. L'abus, il frise plus du côté de... Là, il y a trop d'attention. Ouais. Tu me veux, tu m'aimes, mais c'est parce que tu me veux comme possession. Puis l'autre mère est très, donc... Possessive. Contrôlante. Elle veut le bien de sa fille, mais pas exactement pour sa fille. Juste pour elle-même. Puis c'est là que ça devient... plus de l'horreur dans le livre. Puis, parce que en surface, c'est comme la personne parfaite. Tu sais, elle te donne de l'attention, elle est gentille, elle te cuisine tout ce que tu veux manger, elle te donne des jouets. Ouais. Mais justement, c'est juste à la surface. Comme, faut pas que tu te fies aux apparences parce que ce n'est pas tout le temps la réalité. En effet. Mais c'est ça ce que je trouve vraiment le fun de Coraline, c'est qu'elle se fie jamais aux apparences pour quoi que ce soit. Elle veut toujours aller au fond de la chose, puis tant qu'elle le voit pas pour elle-même, en fait, en réalité, elle va jamais faire comme « Ah ben, c'est bon, je le prends pour acquis, c'est bon. » Tu sais, elle fait ça aussi pour... tu sais, tu penserais qu'un vieux monsieur qui a un cirque de souris, ça pourrait être intéressant pour une jeune fille comme ça, qui cherche l'aventure, qui cherche à explorer. Mais elle est juste comme, non, c'est un vieux monsieur. Elle a dit à un moment donné, probablement que he's making it up. Il a inventé ça, pis c'est même pas vrai. Ben, c'est ça. Ça t'intéresserait pourtant! C'est tellement captivant de voir comment elle réfléchit à ce genre de choses-là. Parce que elle se laisse pas aller à ce qui pourrait sembler aussi intéressant. Elle passait cette phase-là, où est-ce qu'elle va jouer avec des poupées, justement, parce que elle l'a dit aussi à un moment donné dans le livre, là, je pense. Elle les a mis « It's a protective coloration ». Oui, ça, j'ai trouvé ça fin. Mais c'est ça, elle le répète alors qu'au début, c'est ça qui se passe, tu te souviens-tu? Cette section-là. Elle parle de quand il pleut, et elle cherche à se distraire. Son père l'envoie dans une mission pour aller trouver tout ce qui est bleu dans la maison, le nombre de portes, trouver le chauffe-eau, bref. Puis là, elle écoute la télé, puis elle écoute un documentaire sur les animaux qui se camouflent, donc. Des animaux qui ont donc une couleur qui ressemble à leur environnement. Et donc, ce phénomène qui s'appelle la coloration pour la protection, protective coloration. Bref, on sait pas comment ça se traduit. Ouais, c'est ça, on sait pas c'est quoi la traduction exacte. Donc, elle le réutilise quand elle parle de ses poupées et de ses jouets. Qu'elle les garde comme pour se protéger. Comme quoi, ces poupées-là sont juste là pour faire comme si elle était une enfant. C'est fou! En tout cas, c'est comme une petite adulte en devenir qui est juste vraiment bornée et têtue puis qui veut juste explorer. Donc, je trouve ça captivant. Ben alors, c'est plein de liens puis plein de réflexions que tu te fais justement en tant qu'adulte, puis si tu lis ça quand t'as 12 ans, c'est pas à ça que tu t'attaches en lisant l'histoire. Non.
Est-ce qu'on peut parler davantage de ce qui se passe dans l'autre monde sans tout dévoiler? Ben, je pense que c'est quand même tôt dans le livre, là. Je pense qu'on peut se permettre de dire 2-3 trucs qui se passent, là. On peut peut-être parler d'un autre personnage, par exemple. Peut-être genre le chat. Ouais, le chat est le seul personnage, à part Coraline, qui se promène entre les deux mondes. Mais c'est un chat. Hein? C'est un chat. Il n'est pas un humain. Comme je l'ai dit tantôt, il y a pas d'autres enfants. Coraline est la seule. Et non seulement ça, elle est le seul personnage qui se promène entre les deux mondes, à part le chat. Elle est le seul humain qui arrive à voir les deux côtés. Il y a aussi les rats. Mais les rats sont comme les subordonnés, les rats. Les rats qui sont des souris dans le monde, oui. dans le vrai monde, puis quand on traverse dans l'autre monde, c'est des rats. C'est ça. Puis j'ai noté quelque chose de vraiment drôle sur les rats, si je peux faire une petite parenthèse. D'accord. Quelque chose qui m'avait fait rire, parce que quand on avait écouté le film, parce que dans le livre, Coraline a dit, elle trouve que les araignées, c'est dégueulasse. Puis quand on avait écouté le film, tu sais, elle ouvre son rideau dans sa salle de bain, puis il y a plein d'insectes sur le mur. Oui. Puis elle rentre dans le bain, puis elle les écrase avec sa main. Puis je suis comme, mais t'es supposée avoir peur des insectes? C'est ça. Puis à un moment donné, justement, dans l'autre monde, sa mère, elle lui dit, va jouer avec les rats, ils sont dans ta chambre. Elle va dans sa chambre, elle regarde en dessous du lit, puis ça dit qu'il y avait 50 little eyes, 50 petits yeux en train de la regarder. Je suis comme, elle regarde en dessous de son lit, il y a littéralement 25 rats en train de la regarder, puis je suis comme, est-ce que c'est vous les rats? Oui. Tranquille, au calme. Moi, je suis comme, il y a 25 rats en dessous de ton lit, fille, tu devrais capoter un petit peu plus que ça. Comme quoi, elle sait que c'est pas de ça qu'il faut qu'elle s'inquiète. Ouais, c'est ça, mais ça fait un bon parallèle avec le chat, parce que pour nous, les rats, c'est ça la vermine, alors que dans l'autre monde, les rats, c'est les amis, et le chat, c'est la vermine. L'autre mère, elle sait que le chat, il va probablement aider Coraline, il va lui expliquer des choses, puis elle dit, c'est le chat, la vermine, vraiment. Ouais. C'est vraiment intéressant aussi, parce que tu penserais qu'un chat, ce serait tout mignon, désintéressé, un compagnon pour Coraline, mais en fait, Coraline, encore, pour répéter ce que tu viens de dire, là, c'est la seule enfant dans toute cette histoire-là. Même le chat a une vieille voix de monsieur. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, la façon qu'il décrivait la voix donc du chat, là. À la page 35 de la version anglo. Donc, the cat. Its voice sounded like the voice at the back of Coraline's head, the voice she thought words in, but a man's voice, not a girl's. Je trouve ça tellement intéressant. La façon, c'est comme une voix d'intérieur que tu aurais, qui parlerait un petit peu comme murmuré. Moi, je l'imagine un petit peu comme la voix de genre Barry White. Ou genre la voix de la raison un peu, quand tu réfléchis, la petite voix qui te dit, dit fais attention, ou tu devrais pas faire ça. C'est ça la voix du chat. C'est ça la voix du chat. Barry White! Fait que quand vous êtes en train de réfléchir pis que vous voulez vous donner raison, là, pensez à Barry White pis imaginez le chat qui vous parle en tête. Oh, j'aime ça. Donc, mais pour vrai, moi, la voix de Barry White, là. Ouais. En tout cas, fait que c'est intéressant, alors, comme t'as dit, que le chat est un petit peu vieux, entre guillemets, donc, c'est pas un enfant chat. C'est un chat adulte, voire un vieux chat. Tout le monde est entouré d'adultes, même dans le monde des animaux. C'est vraiment intéressant. Comme quoi, ben, le chat aussi, le fait que le chat, il appartienne aux deux mondes comme ça, qu'il est capable de faire le va-et-vient, c'est à la fois, donc, tu sais, tu serais attiré vers un chat. La majorité des gens, quand ils voient un chat dans la rue, sont comme « Ah, le chaton, je vais aller caresser », peu importe. Même si c'est un vieux chat, t'es genre intéressé, tu le regardes. Puis après ça, dans l'autre monde, il correspond à la première description de cet autre monde. Quelque chose qui est vieux, qui est lent, qui est un petit peu mystérieux, genre. Comme quoi, il y a encore cette voix d'intérieur, une voix mystérieuse. Il a raison. Peut-être qu'il correspond à ce que la créature qui est l'autre mère est, c'est-à-dire dans le sens que il la connaît. Il sait que c'est pas tout à fait un humain. Il sait que ce qui se passe ici, c'est tout du ressort de la mère. Il sait ce qui se passe dans le monde, puis où est-ce que le monde finit dans l'autre monde. T'sais? Fait que le chat est vraiment là pour amener la réflexion, mais aussi une autre perspective. Il explique des choses à Coraline. Il l'aide, mais pas vraiment, tu sais? C'est ça. C'est comme si c'était une extension de Coraline, d'une certaine façon. Ah! C'est comme son Jiminy Cricket? Oui!
C'est sa conscience extériorisée! Sa conscience extériorisée. Son Jiminy Cricket. Oh my god. Non! Ça fait longtemps, ça. Je pense à ça parce que j'ai regardé le Pinocchio de Guillermo del Toro. Oh, j'ai beaucoup aimé ce film. On voulait justement regarder Pinocchio, le live action, puis on est tombé par hasard sur celui de Guillermo del Toro en pensant que c'était ça. Puis on est comme, quand est-ce que les vrais humains apparaissent? Puis finalement, on a tellement aimé le film en regardant les reviews sur le live action, on l'a même pas regardé. Ouais. Puis en tout cas, je vous recommande Pinocchio, Guillermo del Toro. Oui. Allez regarder ça, c'est pas aussi traumatisant que le dessin animé original. Ah oui. C'est tout ce que je dis. On va pas commencer à parler de Pinocchio, mais... Oh, mais c'est relié, là. On parle d'histoires qui sont supposées être pour les plus jeunes. Ben, c'est ça. Pinocchio, c'est un bon exemple d'un film pour les enfants qui est pas mal... Un petit peu limite. Contenu adulte, une fois de temps en temps. Voilà. Ben, contenu adulte par... Dans le sens que, tu sais, oui. à donné Pinocchio, il se saoule la gueule pis il fume des cigarettes, là. Tu sais, mettons que c'est pas recommandé pour les enfants. Ben, recommandé pour personne, à mon avis, mais en tout cas. Bref, retour à Coraline, le chat. Le chat. Ce que j'aimais aussi du chat, comme on disait, qui amène la réflexion, j'ai beaucoup aimé qu'est-ce qu'il dit sur les noms. Coraline, elle lui demande comment il s'appelle. Oui. Puis il dit, j'ai pas de nom. C'est juste les humains, c'est juste vous qui avez besoin de tout nommer. Moi, je suis tout simplement un chat, puis si t'as besoin de m'appeler, tu m'appelles. Elle se dit, mais comment je fais si, mettons, justement, je veux t'appeler? Pour le dîner, puis il dit, t'as juste besoin de dire, le souper est prêt, puis je vais être là. T'as pas besoin de dire, chat, le souper est prêt. Et je trouvais que j'étais comme, c'est une petite réflexion que, en tant qu'adulte, tu vas réfléchir là-dessus. C'est quoi notre obsession à tout nommer, à se donner une identité particulière, puis ce chat-là, qui parle dans l'autre monde, il y a pas besoin de ces petites fioritures. Puis je trouvais ça le fun. Ouais, c'est des belles décorations dont on aime s'orner en tant qu'humain. Voilà. Je suis d'accord. C'est comme, à la fois, c'est une bonne chose pour nous parce qu'on a besoin de catégoriser les choses de manière générale dans notre cerveau. Là. Ouais. L'humain juge. C'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir comprendre un environnement. Et donc, de nommer les choses, c'est comme la meilleure façon qu'on a trouvé de faire ça pour l'instant en tant que société, en tant que peuple. Mais le chat, lui, n'a pas besoin de ça. C'est, comme tu dis, c'est intéressant de juste voir cette comparaison-là, de voir comme quoi son monde à lui se limite à ça. Il n'y a pas besoin de tout ce qui est extra. Qu'on rajoute. Ses besoins sont comblés, ça finit là, tu sais. Le chat va chasser les rats parce qu'il les aime pas. Il va... Puis il a raison. C'est ça, puis il va jouer, laisser partir son dîner comme ça, cette petite scène-là aussi, je trouvais ça intéressant. Un peu creepy, qui était comme... Tu trouves pas ça le fun, des fois, de te battre un peu avec ta nourriture? Oui, mais j'ai essayé de comme penser, justement, parce que je savais que tout ce que le chat il disait dans ce livre-là était très... C'était pas en surface, t'sais. Faut pas le voir en surface, fait que j'essaie de penser plus loin que le fait qu'il peut se permettre son dîner de s'échapper comme ça, c'est donner la chance au coureur comme ça. Puis j'essayais de voir comment est-ce que ça pourrait s'appliquer par exemple à Coraline et donc au reste des personnes, au reste du lectorat de ce roman-là. Puis j'ai la difficulté à me rendre jusque-là. Mais oui, tout ça pour dire comme quoi, t'as raison, là, je trouve ça intéressant comme quoi nous, on a tellement besoin de ces fioritures-là, toute la nomenclature de toutes choses pour parvenir à saisir notre environnement et à fonctionner en tant que société. Mais même quand on est, la première chose qui nous arrive quand on est, c'est on se fait nommer. Puis t'existes pas vraiment si t'as pas de nom. Alors que le chat, il est comme... Moi, j'existe, je suis ma propre... J'allais dire ma propre personne. Mon propre chat. Je suis mon propre minou. Je suis mon propre minou. Puis, il fait juste sa vie tranquille comme ça, puis il a pas besoin de tout ça. Mais il y a aussi, tu sais, il y a des... Ça se compare pas d'une certaine manière parce que les chats sont très territoriaux, donc tu vas pas souvent voir beaucoup de chats qui vont comme traîner ensemble, à moins qu'ils vivent dans le même logement parce que ils sont domestiqués puis qu'ils habitent avec nous. Puis dans cette histoire-là, il y a un chat. Je sais pas s'il y aurait la même réflexion s'il y avait 55 chats avec lui, puis là ils ont tous pas de nom, ils ont tous la même face, puis justement, faut les distinguer. Voilà. Donc, tu sais, même quand Coraline retrouve le chat à un moment donné dans l'histoire,
Elle est comme, oh, it's you. Puis le chat, il dit, ah, yeah, you see, you didn't need to have my name. Ouais. Il lui dit, comme, t'avais pas besoin de savoir mon nom. Tu m'as reconnu. Mais c'est ça, ouais. mais s'il y avait un autre chat noir. Elle aurait peut-être pas reconnu. Voilà. À moins qu'il y ait comme une aura spéciale. Une voix de Barry White. Ah là, c'est fini, je peux pas l'imaginer autrement. Il va falloir qu'il refasse le film avec la voix de Barry White. Ben, bonne chance, ouais. J'ai lu, en faisant mes recherches sur Coraline, qu'il y a eu un opéra de Coraline. Hein? Puis je suis comme, quoi? Qui faisait la voix du chat? Le chat chantait? J'étais vraiment en train de me poser des questions, puis je trouvais ça vraiment le fun. Ouais. Ouh. Je me souviens plus, mais c'était vraiment drôle à lire. Je suis tellement curieuse. Ok. Si vous avez déjà entendu l'opéra de Coraline, écrivez-nous, on est curieux de savoir. À moins que je me trompe, puis c'était une pièce de théâtre, mais je suis pas mal sûre que c'était un opéra. Ok. Ben, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu comme on parle au début, de bravoure et de peur. Mm-hmm. Parce qu'elle explique que tu peux seulement être brave quand t'as peur. Mm-hmm. Là, elle parle de l'histoire avec son père. Ouais. Je sais pas si je peux... C'est un spot? Non, je Ou pense que c'est... elle raconte qu'elle était sur un wasteland. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est ça, c'est un terrain vague, essentiellement, parce qu'il y avait plein de déchets, ce genre de trucs-là. Pourquoi elle a? Une bonne question. Parce c'est pas qu'il voulait mal. explorer. Non, mais elle est avec son père. C'est ça. Puis là, son père, à un moment donné, il lui dit comme « cours ». Puis là, il court. Puis là, il y a des guides qui leur... J'allais dire qui leur courent après. Il y a des guides qui les poursuivent. Puis là, son père, il l'a comme un peu sauvé. Puis grâce à ça, elle a comme une piqûre. Puis son père, il en a comme 50. Mm-hmm. Mais elle expliquait c'était pas ça la bravoure parce que c'était sur le coup, c'était l'adrénaline. Mm-hmm. Il défendait sa fille. Mm-hmm. Mais elle raconte le lendemain, il avait échappé ses lunettes. Il a dû retourner sur le terrain vague, chercher ses lunettes. Puis là, il avait peur. Mm-hmm. Parce qu'il savait que les guêpes étaient là. Mm-hmm. Puis le fait qu'ils se soient rendus jusque là, puis ils sachent que les guêpes pouvaient sortir à tout moment. Ça, c'était la bravoure. Mm-hmm. Puis elle raconte ça au chat, je pense, Oui. cette histoire-là. Puis ça revient quand... Ben, je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais quand elle essaie de déjouer un peu l'autre mère, elle sait qu'est-ce qui l'attend, puis c'est ça qui fait qu'elle est brave, genre. Oui. Même si à un moment donné, elle dit qu'elle a plus peur, là. C'est ça. Souvent, donc, au cours de son voyage dans l'autre monde, justement, elle se répète à elle-même « je n'ai pas peur, ça ne m'effraie pas », ce genre de choses-là, pour pouvoir continuer. Mais c'est intéressant parce que elle se souvient de cette histoire-là de elle qui voulait explorer ce terrain vague et son père qui l'a amené, donc, pour finalement explorer et qui a payé le prix. Et donc, elle continue de se donner du courage en disant le contraire, donc en disant qu'elle a pas peur tout au long de son temps dans l'autre monde. Ouais. Et souvent, il y a des moments parce que réellement, elle a peur. Elle doit tenir ses jambes pour pouvoir qu'elle ne secoue pas en dessous de la table, par exemple, quand la mère essayait de la convaincre de faire telle chose. Ou bien, elle doit tout de même rentrer dans un nouveau lieu, qu'elle sait que c'est un piège, même si... C'est ça, même si elle sait que c'est un piège. Ouais. Le sous-sol sous la trappe. Voilà. Même si elle sait que c'est un piège, elle veut quand même y aller parce que elle doit aller au bout des choses, c'est ça. C'est comme un mélange de son côté exploratrice et de sa curiosité et de son courage, donc, parce qu'elle doit se rendre au bout des choses et elle doit essayer de vaincre ses propres peurs pour pouvoir que ça finisse bien, cette histoire-là, dans le fond. Puis en tant qu'adulte, je trouve encore, on peut se faire la réflexion, parce que quand t'es un enfant, justement, c'est ça, comme je disais, c'est le sous-sol qui te fait peur, c'est, tu sais. Mais en tant qu'adulte, ben, moi j'ai encore peur d'aller dans le sous-sol quand il fait peur. Je pense que la majorité des gens. Mais tu sais, c'est comme, t'as peur de demander, mettons, une augmentation au travail, puis c'est comme brave, justement, d'aller au bout des choses. C'est un projet, de pas abandonner à la dernière minute, puis de vraiment te rendre au bout pour te montrer à toi que t'es capable. Puis je trouve que, là, tu prends ça dans un contexte d'une histoire pour enfants, puis tu le transmets dans ta vie d'adulte, puis tu peux te faire la même réflexion encore de... Faut que tu dises que t'as pas peur pour pouvoir réaliser les choses qui, dans le fond, te font peur.
Puis on reconnaît pas souvent ce sentiment-là, justement, quand tu parles de demander une augmentation de travail ou bien faire un truc comme juste aller parler à sa famille de quelque chose qui est difficile pour soi, parler à ses amis s'il y a quelque chose qui se va pas, aller voir un psy. Ce genre de truc, on se dit pas qu'on a peur de ça, mais au final, c'est vraiment ça, tu sais, c'est quelque chose de nouveau pour soi, donc ça cause de la peur, ça cause de l'inconfort, et c'est important de se dire, j'ai pas peur parce que t'as peur. C'est correct d'avoir peur. C'est correct d'avoir peur à ce moment-là, puis ça prouve que t'es courageux, puis que t'es courageuse et que t'as une compréhension de ce qui se passe dans ton environnement, de ce qui se passe en toi, pour pouvoir passer outre ce problème-là, passer par-dessus cette petite montagne-là, pour pouvoir arriver au bout d'un projet, justement, comme tu dis, au bout de peu importe ce qui pourra t'apporter une satisfaction dans ta vie, parce que c'est ta vie. T'en as juste une à vivre, puis il faut que tu te rendes au bout des choses, parce qu'il y a personne d'autre qui va le faire à part toi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne leçon à tirer, c'est une bonne réflexion à avoir, qu'on peut appliquer à toute personne, donc. Pis c'est quoi la phrase qu'il y a au début du livre? Par rapport à ça? Ah! Fairy tales are more than true, not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten. Puis comme je disais tantôt, Coraline, c'est la seule à aller dans l'autre monde. Il y a personne, il y a pas d'autres témoins. Fait qu'on sait-tu si vraiment ça s'est passé pour vrai ou c'est juste dans son imagination. Mais le but, c'est pas de savoir si c'était vrai, c'est que elle a vaincu ses peurs tout au long du livre. Puis je trouve que c'est ça qui est beau. Ça, l'extrait qu'elle vient de lire, pour les personnes qui savent pas, c'est au tout début du livre, il y a une petite citation, donc... Oui, excusez, j'ai même pas donné de contexte, j'ai une petite phrase de même. Ben, je peux essayer de la traduire vite, là. Ouais, c'est une citation de G.K. Chesterton. Voilà. Dans le fond, les contes de fées sont plus que vrais, pas parce qu'ils nous prouvent que les dragons existent, mais parce qu'ils nous prouvent qu'on peut battre les dragons. Même les dragons, c'est gentil, on veut pas les battre. Le dragon représente qu'est-ce qui te fait peur. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de penser d'imaginer maintenant des dragons méchants parce qu'on vit à une époque où on a genre How to Train Your Dragon. Sinon, je pense que les autres petites réflexions que j'avais, je les garderais pour notre épisode extra. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Avant que t'avais d'autres choses à dire. Retrouve tes idées. Laisse-moi un recap. J'étais distraite. Peut-être qu'on peut finir sur une petite note d'horreur, juste pour parler davantage de ce qui rend donc ce livre-là, cette lecture-là plus effrayante. J'avais noté, par exemple, l'extrait où est-ce qu'elle retourne dans le Nouveau Monde, puis là, qu'elle affronte sa peur parce qu'elle essaie de récupérer ce qu'elle a perdu. Et qu'elle court vers ce nouveau monde, c'est l'obscurité totale autour d'elle, il y a quelque chose de vieux, d'ancien, d'effrayant dans ce couloir-là qui l'amène vers l'autre monde. Et elle entend la voix de sa mère qui est comme « Coraline, genre, viens vers moi, non. » Tu sais, elle l'invite. Son autre mère ou sa mère? Puis là, elle pense que c'est sa mère. Ok, oui. Et elle court, et elle se rend compte trop tard que c'est l'autre mère. Et elle se fait tenir par l'autre mère avec ses longs doigts effrayants. Puis ça pour moi, ça c'était l'horreur. Tu sais, quand tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était, puis... Tu penses que tu vas être réconforté, mais dans le fond, c'est froid, genre. C'est exactement. C'est dégueulasse. C'est exactement le contraire de ce que tu voulais, puis ça, c'est pour moi, c'est des petits moments comme ça qui étaient vraiment effrayants. Plutôt que juste comme l'action du livre. Ouais, parce que même c'est ça, mais... C'est ça. Ça aussi, c'est un petit peu dérangeant, c'est certain, mais juste comment est-ce que l'horreur est traitée, l'aspect de peur est traité par Neil Gaiman dans ce roman-là, je trouve ça vraiment intéressant. C'est des petits moments comme ça où est-ce que il y a un inconfort, genre. C'est vraiment où est-ce que tu te rends compte que il y a personne qui la croit quand elle appelle la police. Quand elle appelle la police, moi je suis comme... Puis le policier est comme « Ah, ben, regarde, tu veux juste aller voir ta mère, elle va te faire un bon chocolat chaud, puis tu vas être toute réconfortée, ok? Tu lui diras allô de ma part. » Il est comme « Thanks, merci pour rien. » là. Ouais, c'est ça, elle raccroche, ça finit là. Puis elle se morfond pas de ça, tu sais, elle se rend juste compte que il y a personne qui va la croire, donc c'est elle qui va devoir régler le problème. Encore une fois, elle est brave. Justement. Genre, elle appelle la police parce qu'elle a besoin d'aide, puis la police, elle la prend pas au sérieux, puis elle est comme, ben, tu sais quoi, je vais me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin de toi, merci. Puis les petits moments parce que, justement, dans l'autre monde, il y a quelque chose de dérangeant, parce qu'elle se rend compte de la limite de l'autre monde. Ouais. Quand elle marche avec le chat, puis là, elle revient devant la maison, elle comme, Elle peut pas s'en aller. Oui.
C'est quand même creepy. Mm-hmm. Et je trouve que ça peut être très Halloween, en tout cas. Mais ça fait aussi comme les limites mentales que tu te donnes. Oui. C'est comme tu peux faire plein de métaphores avec ça. Mm-hmm. L'autre monde, il y a des limites, mais c'est comme quand t'essayes de justement traverser quelque chose qui te fait peur, puis de retourner vers qu'est-ce qui te réconforte. Des fois, tu te mets des limites, mais dans le fond, c'est juste dans ta tête. Mais là, c'était pas juste dans ta tête. Mais c'est ça, mais littéralement, une peur, c'est... mental. C'est mental dans le sens que c'est un objet en soi qui te fait peur, et tout ce qui environne ça, cet objet-là, ou bien cette action-là, ou peu importe ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête par rapport à ça, c'est très limité, genre, ça va pas affecter tant de choses que ça. On va penser que ça va tout affecter, parce que, mettons, moi j'ai peur en ce moment, par exemple, de commencer un nouveau cours de danse, je sais pas. Je m'en vais enseigner un nouveau cours dans un nouveau studio. J'ai peur parce que je connais pas du tout le studio, je connais pas les élèves, je connais pas les autres profs. Je me sens isolée dans cette situation-là. Mais j'ai peur juste parce que c'est de l'inconnu. Exact. Fait que, on a peur du vide qui entoure un fait en soi qu'on connaît. Puis après ça, si on s'approprie notre environnement, ce que Coraline fait constamment à travers son exploration, par sa bravoure, par sa curiosité, c'est là que tu peux vaincre tes peurs. Ouais. Fait que, juste d'apprendre à connaître la chose qui nous fait peur, entre guillemets, la chose qu'on ne connaît pas. Ça t'aide à la combattre. Genre. Exactement. Wow. Toutes les personnes qui sont homophobes puis transphobes, apprenez à connaître... Excusez. OK, non, mais là... Je fais un saut, là, mais c'est un petit peu ça que j'essaie de dire, dans le fond. C'est que tout ce dont t'as peur dans la vie, là, c'est parce que tu le connais pas correctement. Voilà. Si t'apprends à connaître les choses correctement, éventuellement, tu te rends compte que c'est pas tant effrayant. On est toutes faites de la même poussière d'étoiles. Oh, quelle belle réflexion. Y a-tu d'autres choses que t'avais vraiment peur? Ben, là-dessus, quand tu parles justement de le monde, ce monde-là, que Coraline, justement, elle essaie de s'en aller, puis elle revient tout le temps à la maison, puis le chat lui explique que l'autre mère, ce qu'elle a rendu accessible, c'est assez grand pour elle. À la page 73, il lui dit « Spider's webs only have to be large enough to catch flies. » Voilà. Puis Coraline shivered. Il lui dit « Les toiles d'araignée ont juste besoin d'être assez grandes pour attraper les mouches. Fait que ça sert à rien que ça soit un gros monde élaboré. Tout ce qu'elle a besoin, c'est que tu sois là. » Dans son lit. Puis Coraline a un frisson, puis j'avais un frisson en même temps qu'elle. Puis c'est genre de pépites, des petites réflexions que le chat fait, je suis comme... Le chat, moi, il me donnait des frissons dans il était creepy, là. Ouais, la voix de Barry White, là, c'est effrayant. Oh non, pas Barry White! Mais tu sais, il disait des trucs comme ça, puis j'étais comme... Tu sais, il a juste dit une phrase. Il y avait pas d'araignée, il y a pas rien de physiquement épeurant, là. C'est juste la phrase qu'il dit, puis Caroline est comme... Oh, c'est vrai. Oh, frisson, puis j'ai frisson, là. Je suis d'accord avec son frisson. Mais c'est ça. C'est des petites affaires comme ça, je trouve, qui étaient vraiment comme chef's kiss là, pour l'horreur, parce que autrement, c'est juste une histoire d'une fille qui... quelque chose qui se passe dans son imagination, peut-être, ou elle rencontre un autre monde, peu importe. Puis oui, peut-être qu'il y a des affaires effrayantes dans cet autre monde-là, parce que c'est un petit peu étrange. Pourquoi est-ce que t'aurais des boutons à la place des yeux? Ouais. Ce genre de truc-là. Ouais. Mais c'est vraiment des petits détails, genre, la réflexion de comment est-ce que tu peux voir le monde différemment, pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait ton monde à toi. Exact. Ça me fait penser un petit peu à la métamorphose de Kafka, dans ce sens-là. Tellement. Tu sais pas trop ce qui se passe en soi. C'est lui qui se transforme, puis il se perçoit lui-même comme étant autre, puis après ça, quand il essaie de réintégrer le monde, ça fonctionne pas tout à fait parce que c'est dérangeant, tu sais, c'est une bébête maintenant. Genre, un truc-là, puis en tout cas, dans ce sens-là, j'étais genre, Kafka! Ouais, il a bien fait sa job, c'est ça, la métamorphose de Kafka. Un bon classique, nécessaire à tous et toutes. Ouais. Donc, peut-être pour conclure sur la petite section horreur, à moins que t'avais quelque chose d'autre. Non, vas-y. À la page 95, c'est ça. Donc, là, c'est le moment où est-ce que Coraline met au défi l'autre mère. Elle essaie de régler, donc, tous ses problèmes. Elle essaie de sortir de cet autre monde. Ouais. Et l'autre mère disparaît, soudainement.
Coraline a des frissons à nouveau. Et ça dit dans le texte, « She preferred the other mother to have a location. If she were nowhere, then she could be anywhere. And after all, it is always easier to be afraid of something you cannot see. » C'est tellement vrai. J'ai des frissons, genre, live. Oh mon Dieu, j'ai peur. Mais c'est tellement vrai, parce que comme on a dit, la peur, c'est mental. Puis, c'est comme quand t'es tout seul chez toi le soir, puis t'es comme, j'ai entendu un bruit, y a-tu quelqu'un qui est rentré chez nous? Mais y a rien, tu vois rien, t'es comme, tu t'imagines plein d'affaires, puis c'est ça qui te rend encore... Puis tu nourris ta peur avec ça. Ah! Ah! Non, j'ai des frissons, pour vrai! Ah, tu on arrête. Désolée si on vous a pas peur à vous aussi. T'avais-tu fait toute lecture, justement, qui ressemblait, mais qui t'avait fait penser à Coraline? Oh oui! J'avais oublié cette partie. Ouais! Allons-y, j'ai plein d'affaires à dire. Let's go! Dans le fond, moi, j'ai noté des œuvres parallèles qui me faisaient, oui, un peu penser à Coraline, mais surtout des œuvres pour enfants qui sont bonnes pour les adultes, un peu épeurantes, là. Ben, épeurantes. Oui puis non. Mais en tout cas, bref, vous allez comprendre quand je vais les expliquer. Ma première œuvre, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Oui. Je sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler, ben tu me l'avais recommandé plusieurs fois. Là. Dans le fond, c'est une série de romans. Ils ont été faits en roman graphique aussi, mais je pense qu'ils ont pas terminé la série. Et il y a eu un film aussi également. Je vous recommande pas tant le film. Il est bon tout seul, mais si t'as lu le livre, c'est vraiment... ça te détruit un peu. Puis ça aussi, il y a comme... le personnage principal, c'est un enfant, puis il y a comme un monde parallèle où il découvre d'autres enfants spéciaux. Puis je trouvais ça le fun, un peu parce que Coraline, elle change de monde. Puis c'est comme basé un peu sur des vieilles photographies vintage, là, que t'es comme vraiment creepy. Est-ce que c'est du trucage ou si c'est vrai, genre? Là, je trouvais ça le fun, puis moi, je les ai lus, en tout cas, plus en tant qu'adulte, puis j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié. Fait que, pas tout à fait la même vibe, mais il y a des thèmes semblables qui se recoupent, puis je trouvais ça vraiment le fun. J'ai noté aussi The Halloween Tree. Est-ce que tu connais Ray Bradbury? Oui. C'est, dans le fond, il a écrit plein d'affaires. Je vous recommande. Fahrenheit, machin chose. Que t'as détesté. Mais il a écrit des affaires intéressantes. J'en doute bien. Il a écrit des affaires intéressantes, puis dans le fond, The Halloween Tree, c'est un... dans le fond, il voulait faire un film, puis ça a été refusé. Il a écrit un livre avec. Puis, finalement, ils ont fait l'adaptation en film. C'est lui qui fait la narration du petit film. Puis là aussi, il y a comme une petite aventure où c'est comme des enfants qui passent Halloween, puis là, ils découvrent qu'il s'est passé quelque chose avec un de leurs amis qui a disparu. Puis là, il faut qu'ils le retrouvent. Puis là, des petits éléments surnaturels, un peu. Puis ils découvrent plein d'informations sur l'Halloween tout au long du livre / film. Puis c'est tout petit aussi, c'est un livre comme pour enfants, mais je trouve que c'est vraiment le fun pour les adultes aussi parce que t'apprends des choses. Puis parallèle avec Coraline, c'est plusieurs enfants, pas un, mais tu sais, il y a quand même un enfant qui disparaît dans quelque chose de fantaisiste un peu, puis il y a des petits éléments Halloweenesques, puis je trouve que Coraline, ça se passe pas à l'Halloween, là, comme tu as dit, ça se passe à la fin de l'été, mais je trouve que c'est le fun à lire ça dans le temps de l'Halloween, fait que ça pourrait être cool. Puis un autre livre que je suis en train de lire en ce moment, His Dark Materials, c'est une série de Philip Pullman, d'ailleurs qui a fait sur la copie de notre livre de Coraline, il y a une petite quote sur le début de la première de couverture, puis c'est une quote de Philip Pullman. C'est vraiment drôle. Puis dans le fond, c'est À la croisée des mondes en français, un livre que j'ai lu quand j'étais jeune, parce que c'est ça aussi supposé être un livre pour enfants, puis on dirait que j'ai pas accroché, puis je l'ai jamais relu. Puis je suis tombée sur le premier tome dans une boîte à livres. J'ai amené en voyage avec moi. Puis j'ai tripé. C'était tellement bon. Puis j'étais comme, comment ça se fait que c'est un livre pour enfants? Il y avait tellement de sujets puis de trucs qui se passaient que j'étais comme, c'est pas fait pour les enfants, c'est pas fait pour les enfants. Puis là aussi, il y a comme des éléments un peu... c'est pas de la fantaisie, mais tu sais, il y a des éléments un peu surnaturels. Il y a comme des mondes différents. Fait que je trouve que ça faisait un bon parallèle avec Coraline. Et aussi une histoire... en guillemets, faite pour les enfants.
qui se lit très bien en tant qu'adulte et tu te fais pas du tout les mêmes réflexions. Puis ça t'amène aussi... C'est comme, il y a la même affaire, ben il y a pas de chat qui dit des phrases, mais tu sais, il y a des petites pépites comme ça que quand t'es petit, toi, tu veux lire l'intrigue, tu veux lire l'action qui se passe, puis tu laisses un peu faire comme les réflexions là-dessus. Puis le lire en tant qu'adulte, ça fonctionne vraiment bien. Puis là, j'ai juste lu le premier tome, puis faut que je finisse la série parce que c'est vraiment bon. Et apparemment, ils ont fait une série télé qui est excellente, apparemment. Apparemment, elle est vraiment proche du livre, ce qui est une bonne chose. Ce qui est rare. C'est ça. Puis, tu sais, là aussi, dans His Dark Materials, c'est une petite fille, le personnage principal, elle a à peu près 10-11 ans, je dirais. Puis, elle aussi, elle aime ça explorer, elle aime pas ça respecter les règles, elle se fait sa propre idée. Ouais. Elle ressemble un peu à Coraline, dans le fond. L'histoire est pas pareille, mais les personnages se ressemblent là-dessus. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Fait que je vous recommande ces 3 œuvres. Cool. Voilà. Merci. Moi, j'en avais pas à recommander, donc je suis contente parce que toutes les affaires que je lis qui sont un petit peu fantaisistes, c'est vraiment clairement pour adultes. Ouais, Il y a pas de doute là-dessus, là. Si vous allez voir Saga que j'ai mentionné au début de cet épisode-là, c'est pour adultes. Ok, j'avais pas compris ça quand tu m'en avais parlé. Ok, bon. Fait que c'est ça, là. Mais je trouve dans le fond que si vous êtes quelqu'un avec des enfants, si vous voulez lire Coraline avec vos enfants, ça se fait bien. Mais les recommandations que je fais, je pense aussi, à certains niveaux, là, dépendant, comme je dis dans His Dark Materials, il y a certaines scènes que je suis comme, pourquoi c'est dans un livre pour enfants? Mais ça peut être des choses à explorer avec des enfants / des ados. Mais ça serait cool. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de lectures qui sont comme pour peut-être 10 ans et plus, ou un truc du genre, mais il y a aussi le phénomène de l'hypersexualisation des jeunes de manière générale. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit, surtout aux États-Unis ou en Amérique de manière générale, dès un jeune âge, les enfants ont comme conscience de c'est quoi le sexe, puis les affaires bizarres qui se passent entre les adultes, puis des relations interpersonnelles sont particulières. Fait que ça se peut qu'il y ait des affaires plus pour adultes dans certaines des lectures que vous allez faire qui sont supposées être pour les enfants, parce qu'ils sont en train de découvrir des affaires plus jeunes aussi. Là. Je sais pas, moi je me souviens là, comme quand j'ai lu par exemple Les Chevaliers d'Émeraude, puis oh mon Dieu, ce n'est pas pour les enfants cette lecture. Voyons donc. C'est comme ça, c'est répertorié comme une lecture jeunesse là. Puis le premier, il y a comme plein de sexe dedans. Puis puis des trucs bizarres, des relations avec des fantômes. Puis il se passe des trucs weird là. Bref, il y a des affaires vraiment particulières qui se passent dans le livre-là, puis pourtant c'est pour les jeunes, mais ça m'avait pas dérangé plus que ça. Moi, j'étais jeune, j'étais comme, ah, ok, cool. Parce que tu comprends pas vraiment ce que ça veut dire. C'est ça, t'es juste genre, ok. C'est weird, mais je tourne la page. Est-ce que je suis supposée réagir à ça, genre? c'est pas là-dessus que tu t'accroches en tant qu'enfant. Fait que, tu sais, quand je parlais de His Dark Materials, les scènes qui m'ont dérangé maintenant en tant qu'adulte, je m'en suis probablement même pas rendu compte la première fois que je l'ai lu quand j'étais petite, puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais, tu sais, faut pas s'arrêter là-dessus, mais en même temps, on se questionne, tu sais, on peut faire attention, puis... Mettons, cette partie-là, tu le lirais pas avec ton enfant. Tu peux changer 2-3 mots, puis... Bien, tu le laisses lire cette section-là tout seul, puis après ça... S'il y a des questions... Il y a des questions, genre... C'est comme, je te prendrais ça une autre fois. Voilà, exact. En tout cas... Mais, en même temps, je trouve que un peu comme à chaque lecture qu'on fait, c'est le fun quand... Tu sais, là, c'est des trucs qui me faisaient penser, mais c'est pas comme... Coraline, c'est exactement comme cette autre histoire que j'ai lue, fait que en même temps, en guillemets, tant mieux si ça t'a pas fait penser à d'autres choses. Ça veut dire que l'œuvre est originale, puis elle a bien fait son chemin, puis tu sais, c'est pas pour rien que je pense que tout le monde, ou presque, connaît Coraline, que ce soit par le film, par juste t'en as entendu parler ou quelque chose. L'œuvre, elle a bien fait son chemin, puis on vous la recommande chaudement. Ben, c'est ça. Ça vient appuyer le fait que cet auteur, donc, à mon avis, c'est un des plus grands dans son domaine en ce moment, puis il a définitivement marqué l'imaginaire de plusieurs personnes de différentes générations. Absolument. Puis il va continuer de le faire pendant longtemps. Fait que, je suis très contente qu'on ait choisi de lire ça. Oui, moi aussi! On dit ça à chaque fois, mais c'est tout le temps vrai! Si un livre vous porte à la réflexion, là, réfléchissez, non? Non, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus ce que j'avais dit. Si un livre t'amène à réfléchir, c'est parce que tu t'es fait une réflexion. Je sais plus ce que j'avais dit, mais bref. On aime ça quand les livres nous font réfléchir. Voilà. Simplement dit.
C'était Coraline de Neil Gaiman. Merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode de Franchement Littéralement. On vous invite à nous suivre sur notre page Instagram biblio_brume ou à nous écrire au franchement_lit@gmail.com et aussi à nous suivre sur notre page Patreon. Donc, allez voir ça dans la description. Vous allez trouver un lien là-dedans. Oui, tout ce qu'on nomme aujourd'hui aussi, les œuvres mentionnées et toutes les informations pour nous trouver vont être dans la description de l'épisode. On vous encourage à aller lire cette lecture-là, à aller l'acheter si ça vous tente dans une librairie indépendante à Montréal, à Longueuil, peu importe où est-ce que vous vous trouvez. Ou même à l'emprunter dans une bibliothèque. Parce que nos bibliothèques sont vraiment géniales! Oui! Et donc, on se dit à la prochaine! Bye! Les œuvres mentionnées dans cet épisode sont Coraline de Neil Gaiman chez William Morrow Paperbacks, Stardust de Neil Gaiman chez Harper Perennial, American Gods de Neil Gaiman chez William Morrow, The Graveyard Book de Neil Gaiman encore chez HarperCollins, la version française L'étrange vie de Nobody Owens traduit par Valérie Le Poulinec, Norse Mythology de Neil Gaiman chez W.W. Norton et compagnie, la série Lucifer de Mike Carey et Scott Hampton et autres à l'illustration chez Vertigo, la série The Sandman de Neil Gaiman et Sam Keith, DC Comics, Vertigo, la série Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples chez Image Comics, le film Pinocchio de Guillermo del Toro, La Métamorphose de Franz Kafka chez Folio, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children de Ransom Riggs chez Quirk, The Halloween Tree de Ray Bradbury chez Yearling et la série His Dark Materials de Philip Pullman chez Laurel Leaf. Au prochain épisode, on va discuter de Le danger de fumer au lit de Mariana Enriquez. À bientôt!